81 ans, c'est l'âge qu'à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe cette année. Elle est pas jeune et pourtant, elle est toujours aussi populaire année après année. Son secret, c'est qu'elle propose des activités pour vraiment tous les goûts, que ce soit du rodéo, les manèges, les animaux, les spectacles de tout genre. Il y en a vraiment pour tous les goûts. L'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, c'est 325 activités différentes, des spectacles chaque soir, plus de 1200 animaux. Puis c'est aussi la plus importante exposition agricole au Québec, puis la plus importante activité touristique dans la région de Saint-Hyacinthe. Pour ma part, aujourd'hui à l'émission, je fais mes débuts en tant que skateuse, pas professionnelle du tout. Pour ma part, je vais me promener dans le Carrefour des saveurs à la découverte des produits locaux. Question de vous faire saliver un peu et combler la gourmande en moi. Et moi, je vais vous faire découvrir comment devenir agriculteur, agricultrice sur votre galerie, quelque part dans une ville, en cultivant vos légumes de manière écologique. Hey, ça s'adresse à moi, ça? Exactement. On est prêt? En mode expo? On y va! On y va! Passionné de sport de planche depuis toujours, Maxime a fait le grand saut il y a 3 ans de lancer sa propre entreprise, Méthode Skateboard. Très rapidement, il a obtenu beaucoup de succès. La preuve, il a son propre kiosque ici, à l'exposition de Saint-Hyacinthe. Maxime Guévin, bonjour! Bonjour! Maxime, parle-nous un petit peu de ton entreprise, Méthode Skateboard. En fait, Méthode Skateboard se spécialise dans l'initiation au skateboard. J'ai mis ça sur pied, en fait, pour donner goût aux jeunes et moins jeunes du sport de planche, en fait. Dont le skateboard, je trouvais ça cool parce que ça se pratique pas mal n'importe où. Ça demande peu de moyens et puis pas mal tout le monde peut en faire. Et puis nous, on se spécialise dans les initiations en faisant des fêtes d'enfants, des événements comme aujourd'hui à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe et aussi en faisant des cours de groupe un peu partout dans les villes aux alentours de Saint-Hyacinthe. Et là, vous travaillez beaucoup avec les enfants pour les initier au skate et peut-être leur développer une passion avec Exactement. tout ça. Est-ce qu'il y a des enfants qui se découragent puis qui sont parfois un petit peu plus difficiles à convaincre de tester le skate? Bien, en fait, nous, on essaie de les animer aussi pour leur donner un petit peu la passion, puis qu'ils continuent à en faire, puis à les encourager. C'est surtout l'encouragement là-dedans. J'ai étudié en loisirs, en fait. J'ai travaillé dans des camps de jour vraiment longtemps. Fait que ce petit côté animation-là me permet de motiver un peu les jeunes quand ils se sentent découragés. Parce que oui, ça arrive quand même une couple de fois que les jeunes se sentent découragés. Mais un bon high five, souvent, là, Ça règle tout. Ça ramène tout, hein, exactement. Et qu'est-ce qui est le fun avec votre entreprise, c'est que vous amenez tout l'équipement nécessaire et vous vous installez sur place, c'est bien ça? Exactement. En fait, ça, c'est l'unité mobile que j'appelle l'unité mobile Méthode Skateboard, qui me permet justement de faire des événements comme aujourd'hui, qu'il n'y a pas de skatepark. Donc, j'amène mes modules qui sont spécifiques à l'apprentissage du sport, en fait. Donc, les modules qui ne sont pas trop gros, qui sont faciles à utiliser, qu'on comprend facilement et rapidement le procédé de comment faire pour engendrer ce module-là, en fait, de passer par-dessus. Donc, Maxime, aujourd'hui, c'est le jour J pour toi. C'est le jour officiel de lancement de ta collection de chandails Méthode Skateboard. On peut-tu les voir? Oh mon Dieu, Ouais, t'es prêt? ouais, T'es exact. équipé? En fait, j'ai rencontré les propriétaires de LEP Apparel. OK. Ils étaient vraiment enchantés par mon projet. Ils ont décidé de me donner un coup de pouce en me donnant des chandails et en inscrivant. Moi, j'ai décidé de faire de l'impression sur mon chandail. Et donc, on a fait une collaboration LEP Apparel et Méthode Skateboard. Et moi, je vends les chandails 20 $. Spécialement aujourd'hui, il était 15 $ pour faire le grand lancement, mais ils vont se vendre 20 $. Et cet argent-là va être utilisé pour construire de nouveaux modules, en fait. Donc, moi, j'aimerais ça mettre sur pied une toute petite mini-rampe, en fait, encore là pour être spécifique à l'initiation. Fait que cet argent-là que je ramasse avec les chandails vont être réinvestis dans des modules.
OK, parfait. Mais c'est vraiment cool. Et là, on voit le noir, mais je pense que tu as d'autres couleurs aussi. Exactement, j'ai un gris charcoal OK, OK. et avec l'écriture rouge et j'ai un gris et l'écriture rose. OK, ben là, je pense que tu viens de répondre à ma prochaine question. Est-ce que tu considères que le skate est une activité juste de gars? Bien sûr que non, en Les fait. filles ont leur place. Oui, oui, de plus en plus, en fait, dans les compétitions, on voit qu'il y a des compétitions qui sont faites pour les filles. Et le Jackalope, dans 2 semaines, qui font une compétition, je crois que la bourse est égale du côté des filles et du côté des gars. Donc, de plus en plus, on voit de filles dans le skateboard. Et moi, dans mes cours, au début, j'avais une fille par groupe, des fois 2, mais là, des fois, c'est quasiment moitié-moitié. C'est vraiment cool. Puis ils se débrouillent très bien aussi, les filles, autant que les gars. Puis des fois, ils sont un petit peu plus techniques que les gars. Fait que souvent, on voit des filles progresser plus rapidement que les gars. Fait que c'est vraiment cool de voir ça, là. Plein de filles dans les cours, autant de gars que de filles. C'est vraiment cool, là, ouais. Donc là, si les filles ont leur place, tu es en train de me dire que moi, je peux en faire. Ah oui, certainement. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, Exact. parfait. Donc, on va aller tester ça avec ma coordination qui est très mauvaise et mon niveau d'équilibre qui est à -1. Mais c'est pas grave, on se lance puis on y va. Yeah! Position basse sur un skate, tu vas aller mettre ton pied en avant en 45 degrés, exactement comme ça. Ton pied arrière, tu vas venir le placer dans la spatule à 90 degrés. Donc, dans la spatule comme ça, recule un petit peu ton pied en avant. Puis les orteils sont toujours sur la planche, en fait. Les orteils, c'est ce qui nous sert à garder son équilibre. Fait que s'ils sont en dehors de la planche, ça fonctionne pas. Mais le talon, il peut pas sortir un peu puis nous faire perdre l'équilibre? Ben non, parce que ton talon, lui, il sert pas à garder ton équilibre. C'est vraiment tes orteils. Fait que c'est vraiment avec tes orteils que tu contrôles le ballon de ta planche. T'es prête? Fléchis Oh my tes God. genoux plus. All right. Et voilà! Et voilà! All right. C'est bon? 3, 2, 1. Yeah! Super! C'est le truc. Je dis toujours dans mes cours, tu regardes toujours où est-ce que tu vas. Fait que si tu regardes loin, tu vas aller loin. Si tu regardes à terre, Tu vas à la tu terre. te ramasses à terre. OK. Fait que Ben, ça, à date, c'est- c'est ce que j'ai fait. Hein? J'ai été Exact. pas mal à terre et non sur le plan. Mais là, je sais pas, je suis en suis à ma combien prise? Peut-être la 20e, mais il me semble la Moins que 21e, ça pourrait être Ça pas pourrait être. pire. On y retourne. OK, donc là, je débarque. Débarque le pied arrière, pied en avant. Et voilà! OK, on s'améliore, tranquillement mais sûrement. T'as quel âge, toi, ma belle? 8 ans et demi, puis tu fais du skate, puis t'es bonne. Ah ben, j'ai 20 ans, puis je suis pas capable. Mon orgueil en prend un petit coup. 2, 1. Yep! T'as vu, elle a vraiment les genoux fléchis. OK, mais elle est vraiment excellente. C'est pas la première fois qu'elle fait du skate. OK, donc là, on va y aller mes Pied orteils comme arrière. ça. Exact. Super. Non, non! All right. Ce qui est super important aussi, c'est de garder les épaules au-dessus de son skate. Là, quand il arrive, quand on a peur, c'est qu'on se recule comme ça. Là, notre corps n'est pas au-dessus de notre planche. Le skate part là, puis toi, tu restes là. Là, je fais un pogo, je suis comme une guimauve. Là, on t'es dirait. ouais, Là, je suis exactement. comme- C'est ça, un pogo au micro. Maxime, je veux te dire merci beaucoup pour tes conseils, ta bonne volonté de faire de moi une skateuse professionnelle, mais vraiment, je pense que je dois rayer skateuse de ma liste de potentielle carrière. J'étais pas ta meilleure élève, mais j'avais beaucoup de volonté. Par contre, j'essayais, mais ça n'a pas donné un résultat fameux, mais j'imagine qu'avec le temps, ça va se placer. c'est ça? Exactement. Le skate, c'est du temps, de la persévérance, de la pratique surtout. C'est ce que je répète toujours dans mes cours de skate. Si tu veux devenir bon en skate, c'est de la pratique, de la persévérance. J'espère que tu as aimé ça quand même. J'ai adoré, j'ai eu Bon, beaucoup de plaisir. C'est l'objectif de Méthode Skateboard, c'est de faire découvrir un nouveau sport ou de se perfectionner, puis de voir qu'il y a d'autres choses qui existent comme sport qui est accessible aussi. Bien, merci beaucoup, Maxime. Puis si jamais vous aussi à la maison, vous voulez tester la planche à roulettes comme moi, eh bien, il y a 2 mois à retenir, c'est Méthode Skateboard.
Donc, le Carrefour des saveurs, c'est une nouveauté. Si tu nous expliquais, qu'est-ce que c'est exactement le Carrefour des saveurs? Le Carrefour des saveurs, c'est un projet que l'Expo avait en collaboration avec le MAPAC. Puis il y a aussi l'UPA qui contribue. C'est pour donner une vitrine aux producteurs de la région, producteurs transformateurs de toute la Montérégie. Le but, c'est de les faire connaître, puis faire connaître leurs produits, puis faire des petits, c'est-à-dire de pouvoir même apporter les visiteurs à avoir envie d'aller les visiter à la maison. On parle de combien de producteurs produits qui sont exposés dans le Carrefour des saveurs? On a une vingtaine de producteurs qui viennent, ça dépend des jours. Il y en a certains qui viennent 2 jours, il y en a d'autres qui vont venir faire les 10 jours d'expo avec nous. Alors, c'est différent pour chacun. Il faut garder en tête que ces gens-là, ce sont des gens, pour la plupart, qui se lèvent très tôt le matin, qui sont habitués de faire beaucoup d'heures de travail. Donc, c'est quand même exigeant de venir au Carrefour. Puis, on est chanceux de les avoir avec nous. Oui, absolument. Et il y a un volet pour vraiment, justement, les mettre en valeur en partenariat avec des chefs. Est-ce que tu nous expliquais, c'est quoi le concept exactement? Le concept, il est fort simple. En fait, c'est qu'on a invité des chefs cuisiniers de la région. Donc, 4, plus M. Jonathan Garnier qui est venu faire une petite tournée pour nous. Donc, le principe, c'est qu'ils doivent bâtir une recette à partir des exposants pour pouvoir explorer les produits et pouvoir les faire connaître aux gens. On va aller faire une petite visite des kiosques, Bien si sûr. ça vous tente? Bien sûr. Jacques, vous êtes le chef propriétaire de la demi-calorie. Qu'est-ce qu'on peut goûter à votre kiosque? Ce qu'on peut goûter présentement, il y a la galatine, une galatine au flocon d'avoine, caramel et fleur de sel. On a amené une saveur la plus populaire. On m'a également parlé de vos mini-burgers dessert. Moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Bien, le cheeseburger dessert, c'est quelque chose que j'avais en tête. Un samedi matin, je me suis levé et je me dis, bon, ça serait le fun de faire quelque chose. Il y a beaucoup de pâtissiers, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine qui essaient de reproduire, mettons, des plats salés ou des items qu'on mange régulièrement avec le dessert. Fait que là, je me suis dit, bon, bien, je vais essayer de faire un cheeseburger. Le premier a pris comme 4 heures à faire. On voulait utiliser des bons ingrédients. La boulette était faite avec un mélange de pailleté fétine, prenne d'amande noisette, chocolat au lait, avec du chocolat belge. Le fromage était fait avec la pâte d'amande. Les crèmes, c'est des crèmes qu'on a développées. Ketchup, relish, moutarde, c'est fait avec une crème au chocolat belge aussi. Puis on a mis ça dans une pâte qu'on a réussi à faire cuire, pâte feuilletée avec le sésame. Fait que si on regarde le cheeseburger, ben on s'aperçoit que c'est vraiment réel, là. C'est vraiment fou, là. Avec des bons ingrédients. Avec des bons ingrédients, toujours. Moi, je serais curieuse qu'on y goûte à ces petits mini-burgers-là. Il n'y a pas de problème, c'est là pour ça. Fait que ça, juste pour faire suite, là, c'est vraiment ce qu'on expliquait pour les gens qui nous regardent. Le sésame, le pain est fait de pâte feuilletée, le fromage, ben c'est notre pâte d'amande. Ketchup, relish, moutarde, c'est la crème au chocolat belge. La boulette est faite de pailleté fétine, prenne d'amande noisette, chocolat au lait. Ça a un bon goût de noisette, OK? Puis c'est chocolaté, c'est croustillant en bouche. Pour ceux qui connaissent le gâteau royal, c'est ce qui fait le fond. Chez nous, si vous venez à la boutique, on a un gâteau qui s'appelle le praliné croquant. Ça, c'est le fond du praliné croquant. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Là, après ça, il reste à le goûter. Exactement. Est-ce que ça prend toujours 4 heures les faire? Non, non, là, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Je vous laisse goûter. Ben oui. C'est pas trop sucré, c'est le fun pour ça. C'est savoureux, c'est croquant, c'est feuilleté. J'aime ça. Ouais. Et je pense encore le point culminant là-dedans, c'est vraiment la boulette. Là. Ce mélange de pailleté fétine, de prendre les noisettes, tout ça, le croustillant, le goût de noisette, ça, c'est ce qui fait que c'est bon. Les crèmes qui sont là-dedans, c'est des crèmes que j'ai développées avec le chocolat belge qui vient couper l'effet du sucre. OK, fait que ça aussi, c'est très bon. Là. Ouais. Vraiment, tu as le goût du chocolat, mais sans être trop présent non plus, que tu fais comme « Ah, ça goûte que le chocolat ». Non, non. Plus sucré qu'un vrai cheeseburger, mais meilleur. Je pense que ça va être ma version du burger préférée, je pense. OK, c'est bon. Excellent. Merci. Au plaisir. Julie, qu'est-ce qu'on retrouve aux saveurs de la terre? En fait, on est une entreprise spécialisée dans la production de bleuets déjà plus de 20 ans. Je suis propriétaire avec mon conjoint Mathieu Guérin. On est dans des plants de bleuets. C'est des arbres qui ont plus de 2 mètres, donc c'est plus haut que nous pour en faire la cueillette. Je vais y goûter quand même. Bien là. sûr, allez-y. Et quand on y goûte, on en prend toujours 2-3 pour aller rechercher toutes les saveurs, les arômes du bleuet. Ah, bon, Parce que- ben tiens, je vais me gâter avec 2 gros puis un petit. Ils sont vraiment juteux. C'est vrai, ils sont pas amers du tout. Non, puis ils ont une fermeté quand même, ce qui est surprenant. Et ce qui fait qu'ils ont une fermeté, c'est le fait de la proximité du producteur, contrairement au bleuet américain qui a fait quelques jours pour s'en venir. Alors, les gens qui recherchent un bleuet qui est ferme, bien, c'est le producteur local, c'est l'idéal. Je vais en faire un petit dernier. Ça se mange tout seul. Ça, là, vous voyez, les gens aujourd'hui passaient, achetaient une chopine, puis c'était leur collation.
Quoi de mieux? C'est pas plus santé, c'est vrai. un bleuet. Un bleuet. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Marcel Leboeuf. Je suis comédien depuis plusieurs années, mais depuis 2006, j'ai parti un petit vignoble derrière chez moi. Et en attendant de faire du vin, je fais de la gelée et de la confiture. Alors j'ai différents produits à partir de mon jus de raisin. J'ai du Frontenac gris et du Frontenac blanc. Il y a un autre cépage aussi que je viens de planter qui s'appelle de la Petite Perle. Ça, la Petite Perle, c'est pour faire un vin rouge. Moi, c'est un vignoble en milieu urbain. Il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un qui croit beaucoup à de l'agriculture en milieu urbain. Il faut garder des petites parcelles dans nos villes qu'on cultive. Alors moi, je crois à ça, bien humblement. Alors j'ai mes produits ici que je fais et voilà, je fais tout de A à Z parce que j'adore ça. J'adore l'agriculture, j'adore la forêt, je suis un passionné de la nature. Donc c'est à cause de ça que je me retrouve en train de vous parler derrière un comptoir avec des produits à vendre. Monsieur Pion, vous avez un kiosque de fruits ici à l'Expo et j'ai entendu dire que vous avez une belle histoire avec vous. Ça fait longtemps que vous êtes ici. En effet, ça fait ma 50e année que je vends des fruits et légumes au détail ici à l'exposition. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Et puis cette année, j'ai eu 68, fait que c'est ma 50e année. Au début, j'avais mon commerce au marché. J'ai décidé de vendre des fruits ici pendant le temps de l'exposition. Une expérience de jeunesse là, avec mon frère. Et puis, ça fait 50 ans que ça dure. Qu'est-ce qui vous intéresse toujours d'être ici année après année depuis 50 ans? Pour être honnête, je vous dirais que c'est l'habitude. Je n'ai pas fait d'autres choses. J'aimais ça. Je faisais ça avec mes compagnes d'époque, puis ma famille, tout. Puis on a continué de même. On essaye d'engager juste les gens qui sont parents avec nous. Okay. C'est le but de mon travail, c'est garder contact avec ma famille. Ma sœur qui travaille avec moi, je la vois juste pendant le temps de l'exposition. Ah ouais? Vous la voyez juste vraiment quand elle vient vous aider? Elle vient m'aider. Puis aux fêtes, des fois, elle vient, des fois, elle ne vient pas. Mais à l'exposition, c'est le rendez-vous annuel. Puis c'est un peu ça qui m'encourage à continuer. Donc c'est une belle tradition familiale. En effet, oui. Et là, moi, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a de la relève ou le kiosque est amené à disparaître éventuellement? Non, je ne crois pas que ça va disparaître parce que j'ai 2 enfants assez âgés qui sont... Au début, ils n'étaient pas intéressés, mais là, quand je commence à leur dire que je voudrais arrêter un peu, là, ils s'approchent, puis je pense que je vais lui laisser ça, s'ils veulent. Est-ce qu'on vous souhaite un autre 50 ans avec le kiosque? On n'exagérera pas, là. On va rester comme ça, là. Comme ça va bien, puis si la santé continue, va peut-être bien faire encore quelques années. Mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, au plaisir. Alors, ce matin, on va parler d'agriculture urbaine. En fait, l'agriculture urbaine, c'est un concept qui gagne en popularité depuis je dirais, peut-être une dizaine d'années. Mais ça ne date pas de 10 ans. C'est en fait une forme de jardinage qu'on peut faire un peu n'importe où, en ville comme à la campagne. Mais c'est beaucoup pratiqué en ville parce que c'est de l'agriculture urbaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire de l'agriculture urbaine? Bien, vous le voyez autour de nous, là, on voit il y a des bacs là, dans lesquels on retrouve des plantes, des végétaux, qui sont des végétaux qu'on peut manger. Hein? Alors, c'est une bonne façon d'assurer une saine alimentation à la famille. Puis, c'est toujours très agréable. Hein? Il n'y a rien de plus thérapeutique et zen que d'avoir les 2 mains dans la terre puis de travailler, même si c'est à échelle réduite. Des fois, on le fait sur de plus grandes surfaces sur le terrain, mais ça, si on a un balcon ou une petite cour arrière quelque part à Montréal, Québec ou Trois-Rivières, bien, on peut utiliser ces bacs-là pour faire nos semis. Ce qui est très important quand on fait de la plantation dans des bacs comme ça, c'est d'avoir, premièrement, ça prend un bac qui va permettre à l'eau de circuler lors des pluies parce que c'est dehors. Donc, si le bac n'a pas aucune façon d'évacuer l'eau, il va se ramasser beaucoup d'eau, ça fait pourrir les racines
et puis vous n'aurez pas les résultats escomptés. Alors, ça prend aussi une très bonne terre. Ça, là, c'est la clé de votre succès. Allez pas acheter en spécial à 99 cents au printemps de la terre là, parce que vous dites hey, j'ai le deal de l'année. Ça, cette terre-là est extrêmement pauvre. C'est pour ça qu'elle vaut 99 cents. C'est pas parce que le marchand veut vous faire plaisir, c'est parce qu'il vend une terre qui sert en fait de remplissage pour des petites surfaces. Vous vous assurez, lorsque vous allez chez votre détaillant, à la jardinerie, de parler à une personne qui connaît ça pour qu'elle vous indique le meilleur terreau possible, la meilleure terre possible. Alors, on n'oublie pas non plus d'y ajouter un bon compost. Ça peut être un compost à partir de crevettes, de fumier de vache. Alors, de la salade comme ça, là, autrefois, ils ne se cassaient pas la nénette. Eux autres, ce qu'ils faisaient, les grands-mères, c'est qu'ils récoltaient ça. Ils se prenaient un peu, ça peut être des échalotes. Ils coupaient ça, ils mettaient de la crème, ils brassaient ça, ils mettaient du sel, puis ça faisait le repas pour les gens quand ils allaient faire les foins. Puis il y avait toujours du maïs sur le poêle, dans un grand chaudron, pour que les hommes et les femmes qui faisaient les foins puissent se nourrir. Fait que une salade comme ça pousse très facilement. Il faut juste se méfier, il faut bien l'entretenir. Puis si vous coupez ça ici à la base, mais à peu près cette hauteur-là, le plant va se reproduire tout seul. Il va revenir. La salade que vous achetez aussi, qui a encore des racines dans les sacs, vous prenez ça, à peu près à cette hauteur-là, vous replantez ça dans la terre, puis 2 semaines après, vous allez avoir une salade. Vous allez avoir contribué à recycler une plante. Parce qu'une salade, ça peut vivre très longtemps. Fait que vous voyez, comme elles sont très belles ici, là, il y en a de la rouge, puis de la salade plus classique. Est-ce qu'on peut avoir ça n'importe où? Vous pouvez avoir ça sur un balcon, vous pouvez avoir ça sur la terrasse, puis vous pouvez aussi vous servir de ça pour tout simplement agrémenter votre environnement. Alors là, on a un très bel exemple d'un extraordinaire aménagement potager. On retrouve une très grande variété de produits, en fait. Je vous dirais ici, bien, on a les tomates, les très belles tomates. Les tomates italiennes, vous voyez par la forme, qui sont très belles. Ici, on a un plant d'aubergines, regardez, il est magnifique. Là. Ce sont des mini-aubergines. Attendez-vous pas à être capable d'approvisionner votre IGA local avec ça, mais c'est un, vous voyez, le plant est extrêmement beau. Fait que ça vous fait, ça grossit à peu près du double. Fait que ça fait pas une portion, mais si on est deux, ça fait une belle portion. Ici, vous voyez, on en a d'autres ici aussi. Puis on a ici des fines herbes, de diverses fines herbes, qu'on peut retrouver un peu partout ici. Regardez, on a des échalotes. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Ici, on a un beau chou. On a des fleurs comestibles. Mais ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de beaux bacs. Puis on peut en avoir juste un parce qu'on aime les haricots. On peut en avoir un juste de fines herbes. Ici, vous voyez, il y a des piments. Ils sont vraiment beaux. Puis il y a des bébites aussi. Il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a des bébites là-dedans. À moins que vous soyez envahi par la scarabée japonaise là, qui est en train de raser littéralement votre potager. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous n'avez pas nécessairement utilisé des produits chimiques non plus. Il y a des plantes qui existent qui servent à éloigner les moustiques. Autrefois, il n'y avait pas de fenêtres dans les maisons de nos ancêtres. Puis ils mettaient de la fougère. Ils prenaient des fougères, ils les faisaient sécher, ils les attachaient avec une corde puis ils les accrochaient dans les fenêtres des maisons pour éloigner les mouches. Fait que, mais vous, là, tout ce que vous avez à faire, c'est, vous voyez, il est bien touffu. On voit des traces d'aucun insecte. Ceux qui viennent, bien, c'est des abeilles. Il ne faut pas avoir peur. C'est normal. Elles sont à la recherche de pollen. Puis, vous voyez, moi, je trouve que ça contribue tellement à améliorer un espace, peu importe. Même si on a un petit espace, on peut toujours trouver un moyen d'utiliser ça pour l'agrémenter, l'améliorer, puis en faire un plus beau milieu de vie. On dit que c'est de l'agriculture urbaine. C'est une forme de jardinage. Hein. On s'entend qu'il n'y a pas personne qui va gagner sa vie avec ça. Parce que, on le comprend, c'est à une toute petite échelle. Ceux qui pratiquent la vraie agriculture urbaine à Montréal, c'est comme les serres Jouffat. Eux, ce sont d'immenses serres où on produit des légumes en serre. Ce qui est un autre avantage non négligeable là, des bacs de ce type de pratique-là, c'est que ça crée des zones vertes.
Si on vit au centre-ville, on le sait, il y a des zones de chaleur qu'on peut voir lorsqu'on fait des lectures infrarouges. Bien, quand on accumule ça, quand il y a des gens qui font ça sur les toits à plus grande échelle, quand il y a des gens qui font ça sur leur balcon, ça crée des zones vertes, puis ça permet de réduire les températures. Ça contribue, ça permet du moins d'en réduire les effets. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est que ça absorbe l'eau de pluie. Au lieu que l'eau de pluie tombe et s'en aille dans la rue, bien, elle est ramassée par vos bacs, puis elle est utilisée pour refertiliser. En plus, ça sent bon. Tu te mets le nez là-dedans, ça sent super bon. Regardez, les fines herbes qu'il y a là sont magnifiques. Il y en a de toutes les sortes. En plus des fleurs, ici, il y a des fèves. Ici, c'est assez joli, en fait. Ce qu'on voit ici, ça a été réalisé par les gens de l'ITA de Saint-Hyacinthe. L'ITA de Saint-Hyacinthe, c'est une des 2 grandes écoles collégiales de formation en agriculture. Puis ça, c'est enseigné. On en voit aussi des bacs comme ça dans les villes. Vous voyez, on dit on cultive des légumes, vous pouvez en prendre en passant. C'est une façon d'encourager les gens à avoir une alimentation beaucoup plus saine. Et juste pour ça, on vous encourage à le pratiquer. Puis si vous n'avez pas commencé, vous pouvez aller sur Internet. Vous allez sur Google, vous faites agriculture urbaine. Il y a plein d'informations, de plans pour construire vos bacs. Moi, j'ai fait ça moi-même. Je ne me suis pas cassé la tête. Je me suis fait des bacs en bois. Ça a agrémenté, amélioré la beauté de mon aménagement. Puis on a plein de légumes là-dedans. Puis règle générale, vous le voyez ici, quand c'est fait dans des très bonnes conditions, les résultats sont au-delà des espérances. On espère que vous avez apprécié, puis on vous souhaite une bonne agriculture urbaine. C'est déjà tout pour la première dans Mode Expo. J'espère vous avoir donné le goût de découvrir les produits locaux. Moi, je vous souhaite un bon jardinage agricole pour la prochaine saison. Et moi, je vous conseille fortement de conserver votre casque et vos protège-genoux si jamais vous faites du skateboard. À la semaine prochaine! J'avais décidé de faire la monte des taureaux sauvages à 7 ans. J'avais même pas l'âge d'embarquer sur les taureaux sauvages.